23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre édition. À la une ce soir, la rencontre entre le président de la République et le président du PDCI-RDA, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont échangé cet après-midi autour de questions relatives à la situation générale du pays. Plus que quelques heures pour l'inauguration du barrage de Soubré, la construction de cet ouvrage a causé des déplacements de population. 3 villages au total ont dû être déplacés pour être relocalisés sur de nouveaux sites. On en parle dans ce journal. Au moins 8 personnes tuées et 11 autres blessées dans une attaque à la voiture cet après-midi à New York, au sud du Manhattan. Les autorités explorent la piste terroriste. Et je vous le disais tantôt, à la une ce soir, la rencontre entre le président de la République et le président du PDCI-RDA, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont échangé cet après-midi même autour de questions relatives à la situation générale du pays. Viviane Naïm. Nouvelle rencontre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, ce mardi 31 octobre après-midi. Cette nouvelle rencontre a ceci de particulier qu'elle intervient après une période de silence entre les deux hommes. Ce mardi, en fin d'après-midi, sur le mode habituel, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu chez son aîné et frère, ainsi qu'il appelle affectueusement son allié du RHDP, le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Les deux hommes se sont enfermés pour un long entretien qui aura duré plus d'1 heure d'horloge. L'année 2017 a été une année éprouvante. Pendant les premiers mois de l'année, avec les mutineries, avec les grèves, avec la baisse du prix du cacao, tout cela a impacté bien sûr sur la situation générale. Mais fort heureusement aujourd'hui, les choses vont bien. Le pays est bien tenu et la situation est bonne. Pendant le week-end, je me rendrai à Washington pour signer avec le gouvernement américain un don important à la Côte d'Ivoire qui valide la bonne gestion de l'économie et des finances de notre pays. Alors, après ce point sur la situation socio-économique, nous avons réitéré notre volonté de mettre en place le RHDP, le Parti unifié. Et pour ce faire, nous avons décidé, Président, de mettre sur pied un comité de haut niveau qui travaillera à cette tâche en ce qui concerne bien sûr un manifeste pour le Parti unifié. Nous proposera également les statuts, le règlement intérieur, ainsi que les étapes que nous devons franchir pour y arriver, c'est-à-dire un calendrier. Alors cela nous paraît important. La Côte d'Ivoire est en paix, il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui est le nôtre. Alors, Président, je voudrais encore vous remercier pour vos conseils, parce que nous avons eu à traiter certains dossiers très délicats. Et comme d'habitude, le Président m'a fait part de ses recommandations. Je voudrais vous dire un grand merci. Nous prendrons le temps d'examiner les choses et je suis confiant qu'avec cette concertation périodique que nous avons, qui n'ont pas eu lieu depuis quelque temps, en raison de la longue absence du président pendant l'été et aussi les difficultés que j'ai eu à gérer pour le pays pendant le premier semestre de l'année, nous sommes convenus de reprendre de manière régulière ces contacts pour mettre en confiance les Ivoiriens. Car quand mon aîné et moi, nous sommes en accord, nous sommes sûrs que le pays est en de bonnes mains et que les choses continueront de bien se passer. Président, merci pour votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, Président. Des crispations au cœur de la grande famille des oufouettistes, et c'est le RHDP qui sort renforcé de cette crise, car le train est désormais lancé pour la mise en place effective du grand parti unifié.
L'ouverture officielle du barrage de Soubré, ce sera le jeudi prochain, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Eh bien, avant l'événement, le président de la République a reçu le maître d'ouvrage. Il s'agit du groupe chinois Power China. On retrouve Viviane Aïma. À quelques jours de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré, le président de la filiale Afrique centrale et ouest de la société chinoise Power China International Group Limited, exécuteur des travaux de construction du barrage, a été reçu ce mardi par le président de la République au palais présidentiel. Fort d'avoir bouclé dans les délais fixés le vaste chantier de construction du barrage, l'entreprise chinoise va accompagner le gouvernement pour la réalisation d'autres infrastructures. On a proposé à son Excellence, Monsieur le Président, de construire une nouvelle centrale à biomasse via des déchets avec les stations de traitement des déchets. Premièrement, c'est pour la production électrique. Deuxièmement, c'est pour améliorer l'environnement dans la vie des peuples qui se vivent à côté des décharges publiques. On a aussi exprimé notre volonté de coopérer avec le gouvernement ivoirien dans la construction et l'investissement des routes périphériques de Grand Abidjan, avec aussi la construction des nouveaux ponts, des nouvelles routes, des nouvelles voies, avec aussi l'aménagement de lacunes. La société chinoise Power China est désormais durablement installée en Côte d'Ivoire. En décembre 2016, elle inaugurait ici à Abidjan son bureau régional Afrique de l'Ouest et centrale. Et vous l'avez dit, Viviane Aïma, le barrage de Soubré sera donc inauguré dans 2 petits jours. Nous y reviendrons largement dans quelques instants. Mais avant, retour sur la visite d'amitié et de travail effectuée par le chef de l'État ivoirien au Nigeria. Le président Alassane Ouattara et son homologue Muhammadu Buhari ont évoqué des questions de coopération bilatérale. C'est ce que nous dit Jérôme Kofi Aboulay. Le président de la République Alassane Ouattara ce lundi 30 octobre 2017 à Abuja, une visite d'amitié et de travail du chef de l'État ivoirien dans la capitale nigériane en 24 heures seulement, mais riche en événements. D'abord, les honneurs militaires reçus par le président Alassane Ouattara à sa descente d'avion à l'aéroport d'Abuja. Un accueil dans une ambiance à l'ivoirienne, avec surtout la présence de la communauté des Ivoiriens vivant dans la capitale du Nigeria. Le président ivoirien a eu ensuite un entretien d'environ 1 heure avec son homologue nigérien, Muhammadu Buhari. Les échanges ont naturellement porté sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays. It's a great honor and pleasure to be in Abuja to see my brother and to exchange views with him on the bilateral relations between Nigeria and Côte d'Ivoire, and also to see how our sub-region is doing. And also, of course, we had the opportunity to exchange views on major issues for the continent and the world. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être à Abuja pour voir le président Buhari et échanger des points de vue avec lui sur les relations bilatérales entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et aussi voir comment se porte notre sous-région. J'aimerais remercier le président Buhari pour son invitation à venir le voir. Nous sommes en contact et je suis venu lui dire que nous sommes très contents qu'il soit revenu en bonne santé et ceci est important non pas pour le Nigeria seulement mais pour l'Afrique de l'Ouest et notre continent et nous prions Dieu que sa santé continue de s'améliorer davantage pour qu'il continue de diriger notre sous-région. Le leadership du Nigeria est important pour nous tous, c'est une chose évidente, mais je pense qu'il doit être dit et le président Buhari a montré un grand leadership avec la lutte contre Boko Haram, la sécurité dans notre sous-région et aussi sur les sujets économiques. Je lui ai exprimé que le fait d'être un économiste et ayant travaillé sur le Nigeria il y a quelques années, je suis impressionné par les mesures qui sont mises en œuvre pour faire sortir le Nigeria de la récession. Le Nigeria a vu un effondrement rapide du prix du pétrole et la Côte d'Ivoire a aussi vécu l'expérience
expérience d'une réduction importante du prix du cacao. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, 2 millions de tonnes, et le prix a chuté au début de cette année de 40%. Alors ceci a eu un impact négatif important sur notre économie. Bien sûr, je sais ce que ce pays, le Nigeria, a vécu avec la chute brute du prix du pétrole et je lui ai exprimé mon admiration pour les mesures qui ont été prises pour sortir le Nigeria de la récession et pour souhaiter au peuple nigérian le bonheur parce que notre sous-région a fait beaucoup de progrès durant ces dernières années et nous avons besoin de renforcer nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Voici ce dont nous avons discuté et nous nous sommes engagés à le faire. Outre le renforcement des relations bilatérales, le président Alassane Ouattara a indiqué avoir évoqué plusieurs autres sujets avec son homologue nigérien, notamment la situation au Togo et au Libéria. We also discuss the situation in Togo, the situation in Liberia. Nous avons aussi discuté de la situation au Togo, au Libéria. Sur ce point, nous avons des vues convergentes sur comment nous devons faire pour essayer de renforcer la démocratie dans notre sous-région. Saluant la qualité de l'accueil qui lui a été réservé, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est dit honoré d'avoir effectué cette visite à Abuja. Avant de quitter la capitale nigériane, il a obtenu avec grand plaisir l'accord du président Muhammadu Buhari suite à l'invitation qu'il lui a faite en vue de sa participation au prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 sur les bords de la lagune Ébrié. Un autre événement se prépare hâtivement, vous l'avez compris. Ce sera donc quelques jours seulement après l'inauguration du barrage de Soubré. Il s'agit, vous l'avez compris dans ce reportage de Jérôme Kofi Abolin, du sommet Union africaine-Union européenne. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, était donc pour ce faire sur quelques sites. On y va tout de suite avec Jérôme Kofi Abolin. Plusieurs sites d'accueil du prochain sommet Union africaine-Union européenne visités par le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce lundi. Visite en 2 étapes. La dernière a été celle effectuée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Boué. Les sites visités à l'aéroport vont accueillir pratiquement tous les invités pour ce qui concerne la logistique. Il faut faire en sorte que les gens, disons que dès le premier contact avec notre aéroport, qui est un aéroport international de qualité, et les prestations sont quand même de bon niveau, s'assurer que les choses vont se dérouler normalement. Donc le ministre des Transports ici présent va tenir des réunions particulières pour régler un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués, de manière à ce que les choses se déroulent, disons que dans les meilleures conditions non possibles. La visite des sites à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny succède à celle que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a effectuée à Cocody, précisément au Sofitel Hôtel Ivoire. 2 sites à ce niveau ont été successivement visités. Il s'agit de l'ancien supermarché et la patinoire. Ces sites seront réservés pour la restauration des nombreux invités, notamment les chefs d'État et de gouvernement au nombre d'environ 80 qui sont attendus pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette série de visites va se poursuivre jusqu'à la veille du sommet dans le but de s'assurer que tous les invités seront accueillis dans de meilleures conditions. La stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat a été lancée. Accord de partenariat avec l'Union européenne 100 ans a été donc lancé ce mardi à la primature, cérémonie en présence du Premier ministre Amadou Ogon Coulibaly. Les explications de Herman Guivet. L'accord de partenariat économique conclu en 2014 entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne et ratifié en 2016 se décline en une quarantaine d'engagements portant sur le partenariat, le commerce, la diversification de l'économie et l'accroissement de la capacité de production des pays engagés dans cet accord. Pour tirer le maximum de profit de cet accord entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, des efforts sont nécessaires, d'où la mise en œuvre de cette stratégie 2017-2020 par la Côte d'Ivoire. En quoi consiste cette stratégie? Cette stratégie prend en compte tous les aspects devant garantir son succès. Je pense notamment au renforcement de la gouvernance nationale de l'accord, à celui de l'appropriation nationale de l'accord, à la mise en œuvre des réformes et disciplines issues de l'accord de partenariat, à la promotion des entreprises et à la réalisation d'investissements pourvoyeurs d'emplois. Quel bénéfice pour les 2 parties?
Côte d'Ivoire et Union européenne. Pour l'Union européenne, cet accord représente un nouveau type de partenariat qui doit dépasser le paradigme auquel nous sommes toujours habitués de l'aide au développement classique pour se fixer sur le développement par l'investissement, par les entreprises, en fait, le développement auto-centré. Son objectif principal est donc le développement durable de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un choix irréversible, celui de demeurer fidèle à sa politique d'ouverture économique et d'intégration au commerce international. Les volumes globaux des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'Union européenne ont évolué de 2 800 milliards de francs CFA en 2011 à 4 218 milliards de francs CFA en 2016, soit une progression de 50,6% sur la période. La Côte d'Ivoire est ainsi devenue un partenaire privilégié de l'Union européenne. L'APE peut être pour la Côte d'Ivoire, qui ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020, un instrument moteur de la croissance économique et du développement. L'Union européenne s'est engagée à accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale APE sur 15 ans. La rédaction d'un document quinquennal servira de cadre de cohérence pour toutes les actions destinées à tirer profit de l'APE et à en minimiser les impacts négatifs. Et les nouvelles sont bonnes en ce qui concerne justement le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Le rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale a été publié cet après-midi. Notez que la Côte d'Ivoire a gagné 3 places dans le classement. Adama Koné. Après 2 années à la 142e position, la Côte d'Ivoire vient de gagner 3 places au classement Doing Business Focus 2018. Le rapport rendu public ce mardi par le groupe de la Banque mondiale indique que la Côte d'Ivoire est classée 139e sur 190 pays. Le progrès réalisé par la Côte d'Ivoire est dû à l'indicateur obtention du permis de construire qui a fait un bond de 19,67%. Le classement Doing Business mesure les facilités offertes par un pays pour un environnement propice aux affaires. L'avancée enregistrée par la Côte d'Ivoire fait suite à son admission au programme américain Millennium Challenge Corporation, MCC. Un autre indicateur, gage de sécurité économique qu'observent les bailleurs de fonds dans leur intention d'investir dans un pays. La Côte d'Ivoire, après 5 ans de négociations et d'observations, pourra en plus de bénéficier de la notoriété qu'offre le programme MCC se présenter au guichet pour encaisser plus de 300 milliards de francs CFA. La signature de l'accord est prévue dans ce mois de novembre à Washington, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Africa Week Oil s'est terminé depuis le vendredi dernier. Une délégation du ministère du Pétrole était à Cape Town, justement en Afrique du Sud, pour faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien. Il était question d'attirer des investisseurs, mais également de permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa production en matière de gaz naturel. On fait le point de la semaine écoulée avec Christelle Menat. Les portes se referment sur la 24e édition de l'African Week Oil. Pour le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, cet événement était l'occasion d'une tournée de promotion du bassin sédimentaire ivoirien. Le ministre Thierry Tano a échangé avec le secrétaire à l'énergie des États-Unis, Rick Perry, invité d'honneur de l'African Week Oil. Des audiences aussi avec plusieurs compagnies pétrolières internationales. Point d'orgue de la tournée, le roadshow en présence du ministre nigérian du pétrole, dans une salle pleine de potentiels investisseurs désireux de savoir ce que la Côte d'Ivoire pourrait offrir. La Côte d'Ivoire est le pays le mieux positionné pour vos opérations. D'abord, en tant que hub régional, et aussi parce qu'elle vous offre la possibilité de faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire trouver du pétrole et produire du pétrole. Avec le ministère, une délégation de la Petroci, la compagnie pétrolière nationale. C'est le dépositaire historique de l'exploitation pétrolière en Côte d'Ivoire, le partenaire principal des compagnies internationales opérant dans le bassin sédimentaire ivoirien. Petroci Holding est doté des missions suivantes: l'exploration et la production d'hydrocarbures, la promotion du bassin sédimentaire, le transport, le stockage et la commercialisation des hydrocarbures avec pour objectif
d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement en hydrocarbures de la Côte d'Ivoire. Une vaste étude sismique et l'exploration de 19 puits pétroliers ces 5 dernières années permettent aujourd'hui de présenter des données fiables sur le potentiel pétrolier ivoirien. 27 contrats de partage pétrolier ont été signés ces 5 dernières années et pour attirer des investisseurs vers les nouveaux blocs disponibles, le ministère a aussi vanté l'environnement ivoirien des affaires, marqué par une récente révision du code pétrolier. Nous vous invitons donc aujourd'hui à vous joindre à nos efforts dans un partenariat gagnant-gagnant pour le développement de notre bassin pétrolier et gazier. Nous vous invitons à participer à cette chaîne de valeur offerte par la Côte d'Ivoire qui est une porte d'entrée de choix en Afrique de l'Ouest. Des dispositions contractuelles attractives, une main-d'œuvre locale qualifiée, la Côte d'Ivoire a présenté ses arguments, tous orientés par une volonté politique, devenir le hub énergétique de la sous-région. Je vous le disais en début de journal, plus que quelques heures seulement pour l'inauguration du barrage de Soubré. La construction de cet ouvrage, vous en doutez, a causé des déplacements de population. Au total, ce sont 3 villages qui ont dû être déplacés pour être ensuite relocalisés sur de nouveaux sites. Véritable bouleversement. Comment se réorganise la vie de ces populations? Jean-Louis Bongbo les a rencontrés. Regardez. Martine est restauratrice à Kpeyeri, un village situé à la périphérie de Soubré. Elle n'a pas toujours vécu ici. Son village d'origine a été déplacé et entièrement reconstruit à cet endroit. Voici 7 mois qu'elle s'est installée dans sa nouvelle maison. Un bon matin, on me dit de venir ici. Côte d'Ivoire m'a donné clé de venir ici. Vraiment, je suis contente. Ma maison, c'est 2 chambres salon, douche, WC, cuisine, j'ai l'eau. En tout cas, j'ai l'électricité qui sont là. Pas de problème. Le village de Kpeyeri a été relocalisé pour protéger ses habitants contre les travaux de construction du barrage de Soubré. Comme Kpeyeri, Kwamekro est un autre village déplacé pour les mêmes raisons. Là où vous voyez l'eau, c'est là qu'il y avait le village de Kwamekro, qui était peuplé de 496 personnes. Et ce village, nous l'avons reconstruit dans la ville de Soubré, donc le village a été entièrement déplacé. Aujourd'hui, Kwamekro a été entièrement reconstruit avec des maisons modernes. La population dispose de l'électricité et de l'eau courante. Des efforts qui pourtant restent insuffisants aux yeux de certains villageois. Avant, nous vivions dans notre village. Tout allait bien. Un jour, ils sont venus nous annoncer que nous devons déménager pour permettre la construction du barrage. On nous a relogés ici, dans ces belles maisons. Seulement, nous avons perdu nos plantations et nos terres qui nous donnaient à manger. Les populations touchées par la construction de l'ouvrage ont pourtant été indemnisées par le gouvernement ivoirien pour leurs terres et parcelles agricoles détruites. Le barème des piges des droits coutumiers a été fixé à 400 francs CFA le mètre carré, soit 4 millions de francs CFA l'hectare. Justine Kassi est responsable environnement à Côte d'Ivoire Énergie, le maître d'ouvrage du projet. Elle fait partie des agents qui ont conduit la procédure d'indemnisation. Ils ont eu des mesures d'accompagnement, comme des indemnités de réinstallation, qui tiennent compte de la taille du ménage. Il y a également des indemnités de transport pour déplacer les affaires de leur ancien site vers le nouveau site. Il y a eu également des accompagnements en vivres, donc des dons en vivres, pour ce qui est des indemnités reçues dans le cadre des compensations agraires et foncières par les différentes populations. Il y a un accompagnement social spécifique à la réinsertion et à la reconversion des personnes qui ont perçu les indemnités. Et là, c'est toujours en cours parce que pour des personnes qui avaient des parcelles de terre qui aujourd'hui n'en ont plus, il faut pouvoir les accompagner dans le choix d'une nouvelle activité qu'ils doivent pouvoir réaliser. Et ça, c'est des choses qui se font au quotidien. Le montant total des indemnisations s'élève à 13 milliards de francs CFA. Plus de 7 milliards de francs CFA ont déjà été versés aux populations. Si les nouveaux villages de Kpeyeri et Kwamekro sont achevés et habités, Koperagi, le 3e village impacté par la réalisation du barrage, est encore en construction. Les populations ont été installées sur un site provisoire, la cité ouvrière de Côte d'Ivoire Énergie. Nous avons laissé beaucoup de choses et nous nous souvenons de nos parents. Nous nous souvenons de nos terres, nous nous souvenons de beaucoup de choses. Nos parents, les doyens, nos mamans,
c'est un sentiment d'amertume. Parce que laisser dans les eaux profondes leurs frères, leurs sœurs, et puis venir se trouver sur cet espace, c'est un sentiment d'amertume. Pour nous autres, c'est une révolution, c'est une autre occasion de nous relancer dans la société. Vous voyez, donc les sentiments sont partagés. Les populations de Kopéragui regagneront définitivement leur nouveau village d'ici la fin de l'année 2017. Une nouvelle vie qui suscite tout de même des inquiétudes chez les villageois. Nous serons en face des paiements de certaines factures d'eau, de courant. Parce que nous avons changé un mode de vie. Ce sont ces difficultés que je vois déjà venir pour certains d'entre nous. Au total, ce sont près de 2500 personnes qui ont été déplacées et réinstallées dans ces nouveaux villages. Un bouleversement dans la vie de ces populations qui est perçu comme une contribution à l'effort de développement du pays. Je lance un appel pressant à tous nos frères qui ont eu des plantations, en tout cas leurs biens détruits par la montée des eaux. Il n'y a jamais de réalisation sans sacrifice. On ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Au départ, il y a eu des incompréhensions, il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est des terres qu'ils ont perdues. Mais l'État de Côte d'Ivoire, soucieux de la vie de ses concitoyens, a pallié à ça, en les indemnisant, en tout cas dans leur globalité. Déjà première région productrice de cacao, Soubré se pose désormais avec son barrage comme la principale région productrice d'énergie en Côte d'Ivoire. Une autre position qui fait la fierté de toute une région. Voilà, Soubré qui attend donc impatiemment la mise en service de son barrage hydroélectrique. Ce sera le 2 novembre, nous vous l'avons dit. Grande fierté en tout cas pour les populations. Soubré qui également est la capitale du cacao ivoirien depuis maintenant plus de 3 décennies, ce qui explique certainement la présence sur place du projet PESAC, projet d'appui au secteur agricole, ce depuis 2014, mais 3 ans après, quelles sont les retombées? Noël Niagno est retourné sur les lieux. Soubré, les 5 et 6 juin 2014. C'est le lancement du PESAC, projet d'appui au secteur agricole pour les spéculations café et cacao. 13 milliards sont en jeu avec une innovation majeure. C'est la première fois que l'État prend la responsabilité de transférer de l'argent qui devait être chez lui à des interprofessions, des filières concernées au niveau de l'EVA, au niveau du café cacao, au niveau du palmier à l'huile, pour les zones forestières, et puis au niveau du coton et de l'anacarde pour les zones des savanes. Donc chacun doit prendre conscience du rôle qu'il a à jouer dans la réussite de ces tests-là. Une séance de formation a précédé le lancement de ce projet. Et la mobilisation du jour est à la dimension des enjeux. Les ressources sont transférées aux filières pour la mise en œuvre, l'implémentation de l'activité. Donc, c'est une responsabilisation des filières. Le chef central des BT de Soubré a, au nom de l'ensemble des producteurs de la région, mis le projet sous la protection du génie de la NAWA. Nous allons confier ce projet-là à notre génie, la NAWA, le génie protecteur, pour que ce projet-là connaisse un succès à Soubré. 2014-2017, soit 3 ans après, nous sommes retournés sur nos pas pour voir si le génie de la NAWA a véritablement protégé le projet. Autrement dit, est-ce que les fruits sont à la dimension de l'espoir suscité? Commençons par la voirie de la ville de Soubré. Voici l'état de la chaussée le jour du lancement. Il a été décidé de la réalisation de 7,8 km de bitume dans la ville. Le constat 3 ans après, on circule aisément à Soubré. Les feux tricolores ont même fait leur apparition dans la ville. Le volet infrastructure sociale du projet affiche un tableau de réalisation satisfaisant. Ici, l'école de Petit-Yémé, avant l'avènement du projet. Les baraques ont cédé la place à une école flambant neuve, avec logement de maître. Une source de satisfaction pour les parents d'élèves, mais surtout pour les enseignants. Et pour cause. Le projet est arrivé et ça nous a soulagés, franchement. Parce que par le passé, on travaille dans des situations pénibles, difficiles. Et le projet a fait qu'aujourd'hui, les enfants ont des salles de classe où, quand il y a une pluie, on est toujours en train de travailler avec les enfants. On n'a plus de problème.
À environ 100 mètres de Petit Yémé, à Marayi, un autre village bénéficiaire du projet, à travers la réalisation d'un centre de santé intégré. Son avènement, une source de joie pour les populations. Ce qui a changé, on soigne ici facilement. On ne fatigue pas encore. On ne le pas quand même encore. Dernière composante que nous avons examinée, la gouvernance des coopératives. Une fédération de coopératives de la région est née. Au niveau de la Dawa, nous avons vu la nécessité de s'unir. C'est ainsi qu'on a convoqué une grande réunion d'information aux différentes coopératives. Et par la suite, nous avions formé un groupe pour aller dans les différents départements. Les responsables qui doivent diriger cette union ont été choisis. Ce n'est pas un truc qui est fait de là-haut, c'est de la base. Chaque département est représenté. 3 pour Soubré, 3 pour Miyadji, 2 pour Guéyo, 2 pour Bio. Et les femmes productrices, 2. En attendant une évaluation exhaustive du projet, on peut affirmer que la Nawa n'a pas failli à sa réputation de génie protecteur de Soubré. D'ailleurs, cette ville va offrir à la Côte d'Ivoire un autre avantage comparatif en plus du cacao. Le courant électrique grâce au plus grand et plus puissant barrage hydroélectrique de la sous-région. Son inauguration est prévue pour le 2 novembre prochain par le président de la République, Alassane Ouattara. Et cette tragédie survenue aux États-Unis pour terminer, au moins 8 morts et 11 blessés dans une attaque à la voiture cet après-midi à New York, au sud de Manhattan. Un pick-up a foncé sur des piétons. Les autorités parlent d'un acte terroriste. Le chauffeur a été également blessé. C'est un homme de 29 ans. Il est en ce moment aux mains de la police. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.